Bonjour à tous, merci de votre fidélité au programme de Watt FM et de la télévision True TV. Soyez les bienvenus à votre émission Infoscopie. Après leur retrait de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont résolument engagés sur le chemin de la création d'une confédération. Les experts, les techniciens et les ministres en charge de la diplomatie, de l'économie et de la défense des trois pays sont à pied d'œuvre pour la concrétisation de ce projet. Si cette fédération voit le jour, ce sera un vaste territoire de plus de 2 078 000 km² avec une population estimée à plus de 65 millions d'habitants. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une intégration politique est tentée en Afrique de l'Ouest. Il y a eu l'emblématique cas de la Fédération du Mali. Le Sénégal, le Burkina, le Bénin et le Mali sont parvenus même à la tenue d'une assemblée constituante. C'était le 14 janvier 1959. Mais les choses ont volé en éclats quelques semaines après. Et ce n'est pas tout. Il y a eu aussi la tentative de création de l'Union des États africains qui regroupait le Ghana, la Guinée-Conakry et le Mali pour une fédération. Cette union a duré à peine 2 ans et plus récemment, il y a eu les ministres des Affaires étrangères de la Guinée-Conakry encore, du Mali et du Burkina qui se sont concertés sur un projet de fédération. C'était en 2022. Depuis, plus rien. Cette fois sera la bonne, c'est la question que se posent de nombreux citoyens, notamment les fédéralistes. Pour en parler, nous recevons dans le studio de True TV Watt FM, professeur Valérie Edwige Soma-Kaboré. Professeur Soma-Kaboré, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheur, agrégée de droit public à l'université Thomas Sankara. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Monsieur Hassan Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste planificateur, spécialiste en questions de développement local. Vous êtes directeur de la prospective et de l'intelligence économique au ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Merci de votre présence. Merci. Monsieur Ali Badra Ouedraogo, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes analyste politique, ancien politicien, on va dire ça comme ça. En tout cas, vous avez été député. Voilà. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Merci pour l'invitation. Monsieur Noufou Zougmoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste en questions politiques africaines. Merci de votre présence. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de votre fidélité à la télé interactive True TV et à la radio Watt FM, la radio 100% urbaine. Alors, la première question, nous allons donc commencer cette émission avec le volet juridique et politique. Commençons par la démarche. Pour des décisions qui sont aussi importantes et techniques, des décisions importantes et techniques, est-ce que l'avis de la population compte quand il s'agit de créer une fédération? On va commencer par vous, professeur Soma. Merci beaucoup pour la question. Je pense que le projet est de créer une confédération et à terme que cette confédération évolue vers une fédération. Alors, je vais commencer par dire ce qu'est la confédération et la fédération et dire si l'avis de la population est nécessaire ou pas pour que les États aillent dans cette entreprise. On peut dire que la confédération est une association d'États souverains qui décide à l'unanimité de gérer un certain nombre de compétences en vertu d'un traité international. Donc, dans le cas de la confédération, les États restent souverains. Donc, ce qui distingue les États membres sont souverains. Sont souverains. Les États membres sont souverains. Donc, la confédération est créée sur la base d'un traité international et les composantes de la confédération, donc les États, sont souverains. Et également, un autre aspect qu'on peut souligner au niveau de la confédération, c'est qu'au niveau du processus de prise de décision, les décisions sont prises à l'unanimité par les États membres de la confédération. Alors que s'il s'agit d'une fédération, là, c'est une fusion d'États, donc des États qui au départ étaient souverains et qui décident de fusionner pour ne plus constituer qu'un seul État souverain. Les États membres décident de renoncer à leur souveraineté pour créer un seul corps souverain. Ça veut dire qu'au départ, on a 3 États. Si on prend le cas des États de l'AES, si on a le Burkina Faso, le Mali, le Niger, au départ, c'est 3 États individuellement souverains. Si ces États décident d'aller à la fédération, donc ces États vont disparaître
individuellement en tant qu'État au niveau international, et on n'aura plus que la fédération qui réunit ces 3 États. Donc c'est la fédération seule qui sera désormais souveraine et qui sera considérée comme un État au niveau international. Mais est-ce que pour des changements aussi importants, l'avis de la population n'est pas... Normalement, si on prend notre constitution, donc l'article 146 dit que le Burkina Faso peut conclure des accords qui vont l'amener à entrer dans une confédération, une fédération, une union d'États. Et l'article 147 dit également que pour que ce processus aboutisse, donc on doit soumettre ces décisions par référendum à la population. Donc normalement, si les États restent fermes dans leur décision d'aller vers une fédération, l'avis de la population doit être nécessaire à travers l'organisation d'un référendum. On va faire un tour de table et puis revenir un peu plus en profondeur sur les différents points. Monsieur Hassan Ouedraogo, vous pensez qu'on devrait initier une sorte de référendum avant d'entamer tout le processus? Je crois que les différents pays ont dans leur arsenal juridique interne des dispositions qui leur permettent de prendre un certain nombre de décisions. Et si c'est le cas, effectivement, c'est le chemin à suivre. Maintenant, si au-delà de ça, il y a aussi d'autres formes juridiques qui permettent également d'aller plus vite, je pense que ces voies aussi peuvent être explorées. Donc, je ne ferme pas la porte parce que je crois que ceux qui prennent ce genre de décisions savent effectivement quels sont les chemins qu'il faut emprunter. Donc je ne dis pas nécessairement parce que je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je vois que si toutefois il y a d'autres dispositions qui permettent d'aller vite, je pense que ce serait plus intéressant. Justement, en fait, on remarque que l'esprit qui prévaut, c'est vraiment aller vite. Est-ce que dans cet élan d'aller vite là, on ne va pas fouler aux pieds certains principes, M. Zoumoré? Je crois que pour faire des choses importantes, il faut prendre du temps. Et quand on se décide souvent parce qu'on est autorité, sans souvent consulter ceux pour qui on travaille, et après ça devient problématique. Bon, je crois que pour le cas que nous sommes en train de vivre, à mon avis, il fallait nécessairement qu'on consulte donc la population ou la représentation nationale. Et aucun de ces situations on l'a vu. Donc, comme on est dans le tout-guerre aujourd'hui, l'explication c'est que on est dans des situations où on ne peut pas convoquer à tous azimuts les textes. La situation de guerre dans laquelle nous sommes complique un peu la tâche. Oui, mais quand même nous sommes régis par des textes et je crois que l'autorité même est passée par ces textes pour s'installer. Elle aurait pu fouler aux pieds ces textes et on ne lui aurait rien dit parce que elle a l'autorité. Si vous avez le pouvoir, si vous êtes venu par les armes et puis vous passez par la case Conseil constitutionnel, vous mettez en place des mécanismes qui permettent de légiférer et vous avez toutes les institutions qui vont avec la démocratie, il va de soi que vous suivez ou vous passez outre ou bien vous suivez la voie par laquelle vous êtes arrivé. On se plie à la réglementation en vigueur. Monsieur Ali Badra Ouedraogo, vous pensez que l'avis de la population compte? Merci beaucoup. Je crois que c'est forcément des décisions qui vont impacter la vie des citoyens de ces 3 pays. Donc, comme l'adage le dit, il est aussi vieux comme le monde. On ne peut pas faire le bonheur des gens à leur place. Donc, on va partir du postulat que l'implication des populations est quelque chose de fondamental.
Mais je crois que dit comme ça, c'est aussi ignorer le contexte. Je crois que pour être un peu plus juste, il faut qu'on essaie de contextualiser. Parce que quand vous regardez l'animation qui est faite au niveau donc de ces trois régimes, n'oublions pas que c'est des régimes donc de transition, d'exception, qui au départ n'étaient pas donc des régimes habillés par le sceau de la légalité, mais ce sont des régimes effectivement qui ont acquis une certaine légitimité. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut se poser la question, quelle est la chose qui permet donc d'affirmer que ces régimes sont populaires ou sont légitimes? Il n'y a qu'à regarder la fusion qu'il y a donc au niveau donc des populations avec ces régimes. Donc je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ne perdons pas de vue que si aujourd'hui on parle d'une confédération, c'est parce qu'il y a eu le retrait au niveau de la CEDEAO, et la récrimination qui a été faite de façon régulière donc à la CEDEAO, c'est qu'elle a cessé donc d'être une CEDEAO des peuples pour en être donc qu'une CEDEAO des chefs d'État. Et je crois que si on veut établir un parallèle pour que la confédération que nous voulons donc porter sur fond baptismaux puisse tenir, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut à tout moment impliquer la population. Mais je note, si on prend en compte le contexte, il y a effectivement urgence à la demeure. Parce que la chose la mieux partagée ou ce qui fait défaut à ces trois régimes, c'est le temps. Donc, souhaiter que évidemment on puisse mettre les petits plats dans les grands pour essayer donc de faire des référendums. D'ailleurs, on fait des référendums sur l'étendue du territoire, lesquels territoires donc sont assiégés. C'est vrai, il y a des représentations nationales, mais je crois que vers la fin, c'est une volonté politique qui est affirmée. Il faut trouver maintenant les mécanismes pour en aval aussi impliquer les populations. Et je pense que ces régimes-là ne perdent pas de vue cet aspect des choses. Je crois que même si en amont ça n'a pas été fait, en aval effectivement, il faudra donc communiquer pour impliquer les populations. À vous entendre, il y a comme une sorte d'adhésion populaire, même si cela n'est pas bien formalisé, au niveau de la population dans les rues des capitales des trois pays. Il y a comme une adhésion pour cette idée de la Confédération. Tout à fait, c'est le constat que l'on peut faire. C'est vrai que, comme je dis, ce n'est pas des outils scientifiques qu'on a pour mesurer effectivement cette adhésion, mais ce qui nous a été donné donc de constater, c'est qu'effectivement, avec la notre Confédération, il y a comme donc une euphorie populaire généralisée, et je crois que ces régimes-là, bien que ce soit des régimes militaires, sont donc quand même des régimes qui sont en quête de légitimation, et auprès des populations, c'est des régimes donc qui ont bonne presse, et je crois que c'est ça qui les motive à aller vers donc ces entreprises-là. On va revenir à vous, professeur Soma Kabouré. Quelles sont les prochaines grandes étapes? Là, il y a eu l'annonce de la sortie de la CEDEAO. Les experts et les ministres se sont réunis pour retoucher les textes. La suite, ça peut être quoi, du point de vue juridique et institutionnel? D'accord, merci. Et comme je l'ai dit tantôt, la Confédération est créée sur la base d'un traité international. Donc, comme vous l'avez dit, il y a eu une réunion des experts. Peut-être que c'est dans la perspective de proposer un projet de traité portant création de la Confédération. Donc, si les chefs d'État examinent ce projet de traité et qu'ils sont d'accord, parce que normalement, c'est eux qui sont les plénipotentiaires, c'est eux qui sont les plus hautes autorités des États et qui sont habilités à engager les États dans un traité international. Donc, si ce traité rencontre l'aval des chefs d'État, donc ce traité pourra être signé et ratifié par les chefs d'État. Et ce traité aura valeur de constitution. Quels seront les rapports qui existeront entre ce traité et les constitutions des trois pays? Ce traité, on ne peut pas vraiment dire que c'est un traité qui aura valeur de constitution, parce que la Confédération est régie par le droit international et non pas par le droit constitutionnel, puisqu'il ne s'agit pas encore d'une fédération. Donc c'est un traité international. Et normalement, la constitution des trois États, même il y a des dispositions constitutionnelles qui permettent aux États de conclure des accords dans lesquels il y aura un abandon total ou partiel de souveraineté par ces États. Donc la Confédération impliquant que chaque État accepte d'abandonner une parcelle de souveraineté dans certains domaines, étant donné qu'il y aura désormais des domaines qui seront gérés en commun par les trois États au sein de la Confédération. Donc, il est nécessaire de mettre en place des organes. Donc, normalement, je pense que ce projet de traité va prévoir des organes qui vont gérer les compétences communes que les États ont décidé de déléguer à la Confédération. Est-ce que la Confédération aura vraiment la force nécessaire pour établir des rapports avec le reste du monde, si toutefois les États membres restent
puissant, si les États membres ont la possibilité d'aller négocier des choses avec d'autres personnes, est-ce que cette confédération-là aura la force nécessaire pour pouvoir faire avancer les choses? Monsieur Zoumouré Noufou. Parce qu'à chaque fois qu'on a parlé de confédération, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas réglé tous ces aspects. En tout cas, pour l'histoire, les expériences de confédération qu'on a connues, ça n'a pas marché. On a parlé donc de l'Union Ghana, Mali, Guinée, qui a volé en éclat en quelques mois. Il y a même eu une tentative entre le Ghana et la Haute-Volta en 1961, où Maurice Yambogo et Kwame Nkrumah ont été à la frontière dans le village de Paga, déterrer les bornes, parce que bon, c'était des frontières ici donc de la colonisation. Mais au bout de 13 mois, cette tentative a volé en éclat. Bon, ça avait permis à Maurice Yambogo, qui était en froid avec son frère politique Houphouët-Boigny, de le rendre jaloux. Et ça l'avait permis aussi d'avoir 21 milliards du côté du Ghana, parce que bon, notre budget était un peu en souffrance. Donc c'est pour vous dire que bon, pour les tentatives en Afrique de l'Ouest qu'on a connues, ça n'a pas marché. N'oubliez pas que si c'était au début des indépendances, c'était beaucoup plus facile, parce que bon, on n'était pas mis par un certain nombre donc de facteurs, dont le chauvinisme, que les différents populations ou même certaines autorités vivent. Et n'oubliez pas également qu'au plan politique, bon, quand vous allez perdre une parcelle, ça réduit quelque peu votre pouvoir. Donc tout ça l'a fait que souvent quand à la moindre difficulté, ces cadres, donc ces regroupements-là volent en éclat. Bon, on va revenir un peu plus tard sur les raisons de l'échec de ces tentatives-là. Mais en attendant, on va rester au niveau vraiment institutionnel. L'articulation et le fonctionnement. Je voudrais que le professeur revienne là-dessus pour mieux nous éclairer sur le fonctionnement même de ce regroupement-là. D'accord. Voilà, parce que, bon, quand on regarde, on ne comprend pas, parce que les formes de confédération, ce qui marche, c'est un peu à l'image de l'Union européenne ou de l'Union des États d'Amérique. Mais en tant qu'État, comme nous, on veut le faire ici, en Afrique de l'Ouest, au Sahel, on a l'impression que ça risque de coincer du point de vue fonctionnement. D'accord. Bah, comme je l'ai dit, tout sera décidé dans ce projet de traité portant création de la Confédération. Et c'est ce traité qui va déterminer la répartition des compétences entre les organes qui seront prévus dans le cadre de la Confédération et les États. Donc, si les États décident de déléguer certaines compétences dans le cadre de la Confédération, je suppose des compétences en matière de défense ou en matière politique, en matière de diplomatie, donc il y a des organes qui vont être mis en place. Et désormais, dans ces domaines qui ont été transférés à la Confédération, ce sont ces organes qui vont adopter la politique des 3 États en matière de défense, en matière de diplomatie ou dans toute autre matière que les États auront décidé de concéder à la Confédération. Ce qui suppose que dans ces matières, désormais, les organes confédérés seront habilités à prendre des décisions et ces décisions sont censées s'imposer aux États, étant donné que c'est eux-mêmes qui auront décidé de ces compétences à l'unanimité. Parce que comme ça a été précisé au début, dans le cadre de la Confédération, les décisions sont prises à l'unanimité. Cela voudra dire que les organes qui seront mis en place prendront leurs décisions à l'unanimité. Et donc, ces décisions vont s'imposer aux États et les États seront chargés de mettre en œuvre justement les décisions qui seront prises par les organes mis en place par la Confédération. Donc, normalement, si les États restent fermes et s'il y a cette volonté politique de faire de telle sorte que la Confédération marche, ça ne devrait pas poser de problème. Mais comme on l'a vu avec les expériences qu'on a dans les organisations d'intégration, parfois les États s'engagent dans des traités et ce qui pose problème, c'est la mise en œuvre. Donc, et souvent la sincérité des acteurs.
rapporteur. Bon, ça, on reviendra beaucoup plus tard. Mais pour l'instant, les 3 États ont quitté la CEDEAO. Ça n'a pas été négocié. C'est un départ comme ça. Alors, quelles peuvent être les relations entre cette confédération et la CEDEAO? Monsieur Ali Badra Ouedraogo. Merci. Peut-être avant de répondre à cette question, vous me permettrez de revenir un peu en arrière pour effectivement saluer la pertinence de la vision qui a consisté pour les 3 chefs d'État d'aller donc vers une confédération. Je pense que souvent c'est des questions qu'on galvaude un peu, on ne prend pas le temps donc de nous interroger sur la pertinence, la qualité de cette vision-là. Vous savez que bien avant donc aujourd'hui, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, vous savez que nos populations se sont toujours donc inquiétées ou bien poser des questions, de savoir mais pourquoi pour des pays qui connaissent le même phénomène comme le Mali, le Burkina, le Niger, il n'y a pas de droit de poursuite des terroristes au niveau donc d'autres territoires. Donc une confédération, surtout des 3 pays. Voilà, effectivement, parce que ces 3 pays sont confrontés au même problème. Et je crois que la mutualisation donc des efforts peut effectivement, parce que le terrorisme également se manifeste par une sorte de criminalité transfrontalière, il faut avoir des mécanismes donc régionaux pour pouvoir effectivement faire face à cela. Donc je crois qu'en mutualisant donc les énergies pour créer donc cette confédération, c'est un début de réponse par rapport donc à cette difficulté que l'on pouvait donc noter dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je pense aussi, pour piétiner un peu la langue de professeur, qu'il faut qu'on comprenne qu'en termes de confédération, les États n'abandonnent pas toutes leurs prérogatives, toutes leurs compétences. C'est dans des domaines bien précis. Et bien définis. Effectivement, et les États ne se sabordent pas. Donc, ils restent donc souverains, autonomes. C'est sur des questions, des prérogatives, des compétences qu'ils auraient voulu consentir dans le cadre donc de la Confédération qu'effectivement, on peut à travers des mécanismes interministériels créer des organes pour pouvoir donc s'occuper de ces questions-là. Il n'y a pas une superposition non, en fait. Pas du tout. Donc cela m'amène à aller dans la question que vous posez, à savoir donc quelles pourraient être maintenant les relations qui peut exister entre la Confédération et puis la CEDEAO. Je crois que, étant donné que les États ne se sont pas sabordés et qu'ils demeurent souverains, les États peuvent, dans le cadre donc du multilatéralisme ou du bilatéralisme, continuer à avoir donc des dynamiques de coopération avec les autres États membres de la CEDEAO sans problème. Donc, je pense qu'il faudrait que l'on prenne la question à sa juste mesure pour ne pas confondre confédération, fédération, comme on voit le cas donc des États-Unis, parce que aussi on oublie de dire qu'avant d'arriver à la fédération au niveau des États-Unis, ce fut d'abord une confédération jusqu'en 1789. Voilà, donc c'est un processus. Ça a même été à l'origine d'une guerre entre les Américains. Voilà. Alors, monsieur Alassane Ouedraogo, c'est votre analyse. Vous pensez que le manque de superposition là ne va pas poser de problème au niveau institutionnel? Merci bien. Je crois que ce qui a été dit est tout à fait exact. Je peux m'inscrire dans ce sens. Et allant dans le sens de la relation entre la nouvelle organisation et du moins l'AES et la CEDEAO, il faut comprendre que c'est parce que nous avons quitté la CEDEAO. Sinon, il y a l'UEMOA et il y a la CEDEAO. Les acteurs de l'UEMOA sont également membres de la CEDEAO. Ça ne pose pas problème. Donc, nous avons quitté la CEDEAO, c'est vrai. Nous avons créé l'AES et également nous sommes membres de l'UEMOA. La préoccupation qu'on pose, c'est les rapports AES-CEDEAO, mais on ne pose pas les préoccupations en termes de rapports AES-UEMOA. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas dans la CEDEAO, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas établir non seulement il faut établir des relations, des rapports, il faut signer. C'est parce que si vous êtes voisin, il faut territorialement, il faut désormais avoir des accords. Des accords avec les pays individuellement, mais pas avec l'institution CEDEAO. Mais c'est deux structures, deux organisations différentes.
Lorsque, par exemple, il y aura des problèmes frontaliers ou transfrontaliers, comment est-ce que nous allons gérer ces aspects? Ça veut dire que, quoi qu'on le veuille ou pas, il faut que nous essayons de voir comment est-ce que nous allons avoir nos rapports avec la CEDEAO existante. Maintenant, en termes de nos intérêts économiques et autres, il faut qu'à l'intérieur de la CEDEAO, les réalités ne sont pas les mêmes. Il faut aller vers des accords bilatéraux avec les pays parce que la situation n'est pas la même. Par exemple, la situation que nous avons avec le Ghana n'est pas la même chose que ce que nous avons avec la Sierra Leone. Nous ne commerçons pas forcément avec la Sierra Leone. Nous ne commerçons pas forcément avec le Cap-Vert. Donc, il faut négocier, il faut aller avec des éléments négociés, au plan bilatéral. Également, ne perdons pas de vue que le côté CEDEAO n'est pas la seule organisation frontalière de l'AES. Oui, il y a aussi des organisations qui nous font frontière. Par exemple, la zone CEMAC, avec, je crois, le Tchad, qui est frontière au Niger. Quels vont être nos rapports? Donc, ce sont des éléments qu'il faut mettre en réflexion. Mais désormais, je dis désormais, mais si la Confédération voit le jour, la diplomatie fera partie des domaines de compétences qui vont relever de la Confédération. Ça veut dire que, du coup, un pays comme le Burkina Faso n'aura plus forcément besoin d'un ministre des Affaires étrangères pour gérer ses relations internationales. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Pas tout à fait. D'accord, ok. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que à écouter ce que le professeur a dit, le professeur aura l'occasion de revenir. Voilà, dans la fédération, à ce moment, on perd un certain nombre d'éléments. Non, dans la fédération, on perd la souveraineté en totalité. Mais dans la confédération, on confère des domaines de compétences. On confère des domaines de compétences. Et ici, la diplomatie fait partie de ces domaines de compétences qui vont relever de la confédération. Oui, mais on ne dira pas que c'est toute la diplomatie qui relève de la confédération. Okay. Il peut y avoir des éléments concernant la diplomatie qui peuvent relever, qui peuvent être pris en charge par la Confédération, et d'autres éléments au niveau État, parce que les États gardent leur souveraineté. Professeur, oui, allez-y. En fait, ça tout dépend de ce que les États auront décidé dans le traité portant création de la Fédération. Ce sont les États qui vont décider exactement donc quelles sont les matières dans lesquelles les organes qui seront mis en place dans le cadre de la Confédération seront compétents. Donc, si les États décident que la diplomatie, toute leur diplomatie relève désormais de la Confédération, ça veut dire que la politique en la matière sera définie par cette Confédération, mais ce sont les États qui vont la mettre en œuvre. Voilà. Donc, les États ne pourront plus décider souverainement en la matière parce que ce domaine a été concédé à la Confédération. Voilà. Alors, nous savons que dans le schéma tel que défini depuis les indépendances, il y a les organisations sous-régionales. On appartient à la CEDEAO d'abord et ensuite à l'Union africaine, à l'ONU, un peu plus loin. Quel sera le cas de cette confédération si elle n'est plus dans la CEDEAO? Voilà. L'articulation sera comment? Monsieur Zugmore? Ça, c'est une question un peu technique. Je ne suis pas vraiment compétent pour répondre à cette question, mais ce qu'on a vu par le passé, généralement, les cadres... pour faire plus simple, est-ce que la Confédération étant hors de la CEDEAO ne va pas compliquer les rapports avec l'Union africaine et l'ONU? Non, mais je réponds. Puisque l'Union africaine a même demandé à ceux qui sont sortis de discuter toujours avec donc la CEDEAO pour pouvoir trouver un modus vivendi. Ça veut dire que l'Union africaine est dans une sorte de médiation. Et ça veut dire que sur le plan des textes au niveau de la CEDEAO, le problème se pose, puisque la CEDEAO dit que elle ne se reconnaît pas. Elle est favorable à une forme de dialogue. À une forme de dialogue, mais pour la CEDEAO,
c'est pas ces types de régimes-là qui peuvent quitter la CEDEAO. Donc on est dans une problématique entière aujourd'hui, ce qui veut dire que si il faut continuer le dialogue, et si le dialogue n'aboutit pas, et ça risque d'être une impasse au niveau supra, parce que l'UEA ne va pas mettre de côté ses liens avec la CEDEAO et accepter donc un nouveau cadre. Et je devine aussi que ça serait la même chose au plus haut niveau, au niveau donc de l'ONU. Donc il faut nécessairement que le débat continue, et peut-être qu'à l'issue on pourra trouver... Monsieur Ali Badra Ouedraogo, ces rapports un peu conflictuels avec la CEDEAO, est-ce que ça ne va pas impacter sur les rapports de la future confédération avec des organisations comme l'Union africaine ou l'ONU? Moi, souvent, je demande aux gens d'éviter le charlatanisme politique, parce qu'on voit des conflits ou des aspects de conflictualité partout. Il n'y a pas de conflit. En adhérant à la CEDEAO, c'est même pas en adhérant, parce que ces 3 États sont des pays membres fondateurs de la CEDEAO. C'est de façon libre et souveraine que ces pays ont accepté de se mettre ensemble. À la suite quand même d'un certain nombre de problèmes vécus de part et d'autre. Oui, mais voilà. Donc le rapport conflictuel reste. Non, on ne va pas revenir. C'est parce que nous voulons que ces rapports soient conflictuels que nous les envisageons comme tels. Moi, je trouve que c'est normal, tout à fait normal, qu'un pays qui adhère donc à une organisation décide de quitter. Et les griefs, les récriminations sont connus. C'est une option politique que les pays font et ils assument. Aujourd'hui, si le fait que ces pays se retirent pour créer une autre entité, le professeur l'a rappelé, la CEDEAO est régie donc par le droit international. C'est un traité qui crée la CEDEAO. C'est également un traité qui va créer donc la Confédération. Donc il n'y a pas de conflictualité. Et on a dit que, évidemment, que la CEDEAO soit à côté, la Confédération également soit à côté, ça n'empêche pas les États, pris individuellement, de pouvoir donc aller dans le cadre donc du bilatéralisme ou du multilatéralisme pour effectivement avoir des rapports avec d'autres pays. Mais si en face, la CEDEAO n'est pas pour le départ... Mais c'est justement ça mon problème. C'est que c'est comme s'il y avait effectivement une obligation, ou bien la CEDEAO c'est le gendarme donc voilà, de tout, et qui décide qui doit quitter, qui ne doit pas quitter. Non, c'est une association. J'y adhère quand je veux et je quitte quand je veux. Donc, je crois qu'il faut revenir donc vraiment apprécier les choses froidement. Moi, je ne vois pas où ça peut poser problème. Mais où est-ce qu'on met les textes? Puisque les textes disent que c'est des régimes ici d'élection qui peuvent quitter ici après une année. Donc, bon, on foule au pied les textes, ou bien les textes ne représentent plus grand-chose? Bon, la question reste entière. Oui, professeur. Sur un point de vue juridique, la CEDEAO ne peut pas obliger des États à rester membres. C'est-à-dire, les États sont libres de quitter la CEDEAO. Seulement, il y a des formalités à suivre quand on veut quitter une organisation internationale. Mais apparemment, ici, ces formalités ne sont pas respectées. Voilà. Pour la CEDEAO, normalement, après la notification, c'est 12 mois après la réception de la notification que les États sont considérés comme n'étant plus membres de la CEDEAO si, bien sûr, ils ne sont pas revenus sur leur retrait. Donc, on ne peut pas obliger un État à rester membre d'une organisation internationale. Les États peuvent quitter parce qu'ils sont souverains. Et la création d'une confédération n'est pas contraire au droit international. Vous avez parlé de l'ONU, de l'Union africaine. D'ailleurs, l'article 52 de la Charte de l'ONU autorise les États à créer des organismes régionaux. Donc, les États peuvent être partis à des accords ou créer librement, à condition, bien sûr, que les activités qui seront menées ne soient pas incompatibles avec les buts et les objectifs de l'ONU. Voilà. Donc, Monsieur Hassan Ouedraogo voulait dire quelque chose sur ce point. Je pense que si toutefois l'AES, puisque c'est une organisation, s'il y a par exemple d'autres adhérents, ce qui n'est pas... C'est pas exclu. C'est pas exclu. Si demain, des pays comme la Mauritanie, le Tchad et autres adhèrent à l'AES... Le Togo à côté qui se trouve un peu à l'étroit. Est-ce que, et qu'on devienne 7, 8, 10... Est-ce que l'Union africaine pourra dire non, vous n'êtes pas une force considérable, on ne peut pas tenir compte de vous? Je pense que non.
nous sommes au même titre, l'AES est au même titre une organisation que la CEDEAO. Je ne fais plus partie de la CEDEAO. Il m'appartient de faire mes textes conformément au droit international et de remettre ces textes-là à qui de droit, que ce soit à l'ONU, que ce soit à l'Union africaine, pour dire que désormais, je n'appartiens plus à tel espace, désormais je fais partie de tel autre espace. Il leur appartient à eux de tenir compte ou de ne pas tenir compte de nous. Voici ce que moi je peux dire. Vous voulez ajouter sur la question essentielle du doyen Zoumouré par rapport aux questions de procédure. Moi, j'estime... Du respect des textes. Du respect des textes. J'estime que... Vous m'avez invité ici en tant que politique. Moi, je crois que souvent... Politique. Voilà. Moi, je crois que souvent, il faut faire la part des choses. C'est vrai, il ne faut pas vouloir éternellement garder les États dans une sorte de juridicisme classique. Non, les États en question sont en train de faire de la réelle politique. En fonction des aspirations profondes de leur population, ils font des choix et des options qu'ils assument. Vous voyez, il y a un principe sacro-saint en droit qui parle donc qui dit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes en droit. Aujourd'hui, quand vous voyez la réaction, le retrait de ces États, c'est en réaction à quelque chose. Et ça a été motivé. Quand vous regardez, est-ce que la CEDEAO elle-même est respectueuse de ses propres textes? Et pourquoi aujourd'hui vouloir effectivement demander à ces États-là de respecter scrupuleusement ces textes que la CEDEAO elle-même ne respecte pas? Donc je crois que souvent, il faut qu'on quitte ce classicisme-là pour évoluer. Et quand c'est sur le terrain, est-ce que les décisions que ces États ont prises sont des décisions qui vont dans le sens des aspirations de leur population, dans le sens des intérêts de ces pays? Je crois que c'est à l'aune de cela qu'il faut analyser donc la question et mettre de côté le juridisme classique là, qui pour moi est creux. D'accord. En tout cas, les trois pays sont résolument engagés sur le chemin de la création de la Confédération. C'est vrai qu'on se pose plusieurs questions. Il y a certaines personnes qui sont même inquiètes, qui pensent que ça ne va pas être simple. Même la CEDEAO l'a rappelé encore il y a quelque temps. Ça ne va pas être simple pour la population. Monsieur Zoumouré, est-ce que vous pouvez revenir sur les principales causes de l'échec des tentatives de regroupement dans le passé? Qu'est-ce qui a fait qu'à chaque fois ça a échoué? Au niveau fédéral d'abord, vous savez que l'Afrique, le début des indépendances, surtout le courant de gauche, a été fédéral. Au niveau étudiantin, à travers donc la FEANF, et au niveau de la fêtière... La FEANF, c'est la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Francophone, voilà. France. Donc au niveau anglophone, c'était pareil, puisqu'il y avait une fêtière semblable à la FEANF. Quand on est arrivé à l'indépendance, il y avait un centre du panafricanisme et de la fédération, c'était Kwame Nkrumah. Et en mai 1963, quand ils se sont réunis à Addis Abeba, et Nkrumah a été mis en minorité pour la création de l'OUA, puisque Nkrumah voulait qu'on aille à l'unité organique tout de suite, avec Milton Obote, l'ancien président de l'Ouganda. Et ils étaient deux pratiquement. Donc ça n'a pas marché à ce niveau. D'où la création des organismes comme la CEDEAO et d'autres organismes, la CEMAC et autres. Les organisations régionales. C'est qu'on a appelé la SAD, la SADC, c'est qu'on a appelé à l'époque les cercles concentriques. Donc, et il y a eu une tentative avec les 4 pays que vous avez souligné, la Haute-Volta, la Fédération du Mali, voilà, la Haute-Volta, le Bénin, la Haute-Volta, le Bénin, le Burkina et le Mali. Voilà, le Mali et le Sénégal ont tenté l'expérience. Mais ce sont les égos qui ont fait voler à l'éclat cette expérience, puisque il y avait 2 fortes personnalités, Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta. Modibo étant de l'extrême gauche et Léopold Sédar Senghor étant de la gauche dite molle. Donc les choses ne pouvaient pas marcher. Donc au bout de quelques mois, cette expérience a été interrompue. Il y a eu la tentative donc de l'Union Mali, Ghana, Guinée.
qui n'a pas aussi marché. Et il y a eu bien d'autres tentatives. Là aussi, il y avait quand même deux fortes personnalités. Il y avait Kwame Nkrumah, il y avait Sékou Touré, il y avait Modibo Keïta encore. Voilà, justement. Bon, sur le plan idéologique... Est-ce qu'on peut dire qu'on est... Le contexte dans lequel nous sommes, est-ce qu'on peut dire qu'on est à l'abri de ces guerres de personnalités? Non, on est à l'abri parce que... qu'est-ce qui réunit les trois pays aujourd'hui? C'est la guerre. Et c'est une question de survie qui les réunit. Donc, si on a plus de chances que ça marche cette fois-ci parce que chacun va mettre de côté son ego pour que... Il y a de fortes chances que ça marche, mais bon, et l'après-guerre, comment on va la gérer? Ça c'est une autre paire de manches. Voilà. Professeur, mais en tout cas pour le moment, et en tout cas cette expérience, à mon avis, pour les questions de survie peut marcher. Pour ajouter par rapport aux causes, aux raisons qui expliquent que les confédérations ne marchent pas, on peut dire aussi que c'est parce que en réalité, les États n'assument pas vraiment l'abandon partiel de souveraineté qu'ils concèdent à la Confédération. Parce que quand on concède cette parcelle de souveraineté, il faut assumer, il faut respecter les décisions qui seront prises par cette Confédération. Parfois, les États acceptent, ils s'engagent, mais ils ont du mal à mettre ça en œuvre. On se rend compte que soit on perd beaucoup, soit l'autre gagne plus. Et vous savez que la Confédération, c'est une forme temporaire. Donc, elle est appelée à évoluer ou à régresser. Donc, soit elle devient une fédération, et soit elle est appelée à disparaître parce que chaque État récupère totalement sa souveraineté. En fait, c'est ça. Donc, il faut que les États soient prêts à abandonner de plus en plus de parcelles de souveraineté. Sincèrement, si on a cédé en fait la parcelle, que ce soit sincère, pour qu'il n'y ait pas de calcul derrière. Exactement. Parce que quand il y a des calculs, après on se rend compte que... Monsieur Hassan Ouedraogo, c'est votre lecture? Vous pensez que c'est ça qui fait qu'à chaque fois ça ne marche pas? Souvent, il y a aussi la question de l'impréparation. Ok. Vous savez, lorsque vous prenez une décision, le futur, comme on le dit, c'est un espace de liberté, c'est un espace de pouvoir, c'est un espace de volonté. Parce que lorsque vous vous détachez de vos chaînes, vous êtes libre. Bien sûr. Mais dans cette liberté-là, comment vous êtes préparé pour aller à cette liberté? Si vous n'êtes pas canalisé, ça peut aller dans tous les sens. Voilà, ça peut aller dans tous les sens. Donc, quels sont les instruments, les outils que nous avons développés pour pouvoir nous maîtriser, avoir des objectifs bien smart, bien définis, et nous progressons doucement vers ces objectifs-là, pour que les intérêts de chaque nation, chaque État et chaque peuple soient préservés. Donc voilà, souvent, et également dans nos systèmes, les bouleversements institutionnels sont nombreux. Il faut dire par moment que lorsque d'un président à un autre, si il y a des élections, chaque 5 ans, il y a quelqu'un qui arrive, alors il peut venir avec un nouvel agenda. Il n'a pas les mêmes intérêts, par exemple. Donc, si on n'a pas focusé sur un intérêt commun, alors ça peut passer à côté. Mais présentement, l'élément fédérateur, l'élément qui nous lie, c'est le contexte sécuritaire et tous nos problèmes de développement. Je pense que c'est ça qui fait le ciment et le ferment de notre lutte. Oui, très rapidement, parce que là, on est pris par le temps. Il y a aussi nos États prennent des libertés avec les obligations. Au niveau, par exemple, d'une structure comme l'UIA. Vous savez que pendant longtemps, il y a des États qui ne payaient pas leurs cotisations. Et pendant longtemps, le siège était pris en charge par des organismes autres que les organismes africains. Et même le siège de l'UIA a été construit par la Chine. Donc ces choses-là ça retire une forme d'indépendance et de souveraineté. Alors, on va repartir chez M. Hassan Ouedraogo pour aborder le volet économique. En tout cas, le retrait de la CEDEAO, la création de la Confédération impacte directement sur l'économie. Nous savons que si ces pays-là deviennent un État, ça va faire un État, du point de vue superficie, un géant, de plus de 2,5 millions
700 000 km². Le sous-sol est riche. On a l'or, on a plusieurs richesses. Est-ce que ce que les gens disent, la peur qu'on essaie d'inséminer au niveau de la population, on dit ça va, économiquement ça ne va pas marcher là. Est-ce que c'est réaliste? Merci bien. En fait, je voudrais que les gens arrêtent de voir les pays du Sahel comme ce que nous avons dit, nous disons généralement, pays enclavés. Ce ne sont pas des pays enclavés. C'est des pays sans littoral. Ah ouais, la nuance c'est quoi? Oui, parce que nous avons un contact avec le monde extérieur à partir des différents aéroports, du chemin de fer, par les airs, par les airs, par la voie ferrée, par la route. Par exemple, pour le Burkina, nous accédons aux pays côtiers par 6 corridors que nous avons développés dans le cadre de l'UEMOA. Donc, ça ne doit pas, on n'est pas forcément obligé d'être face à la mer pour être heureux. Le Rwanda n'a pas la mer. En Europe, vous avez des pays, je crois la Suisse, n'a pas la mer. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la mer qu'on est malheureux. Oui, mais quand on a la mer, ça peut faciliter beaucoup de choses en même temps. Oui, il y a des pays qui ont la mer, mais qui ne sont pas aussi heureux que vous. Exemple, prenez le cas de... Bon, je ne veux pas... Il ne faut pas que je mette certains pays... Allez-y, on est... Oui. Un pays comme la Sierra Leone. La Sierra Leone a à sa gauche le Libéria, à droite la Guinée. La Guinée a un port. Le Libéria a un port. La Sierra Leone a son port parce qu'il fait face à la mer. Mais à quoi ça sert un port qui ne peut pas desservir un autre pays parce que les frontières de la Guinée et du Libéria se sont touchées sur le dos de la Sierra Leone? Voilà par exemple un cas. Donc, le port de la Sierra Leone ne peut que servir aux besoins, aux produits voilà, aux populations sierra-léonaises, locales. Donc, vous comprenez que il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas de débouché. Prenez le cas de la Gambie. Incrusté dans le Sénégal. Dans le Sénégal. Est-ce que quand on fait des importations, quand Banjul, un navire accoste à Banjul, est-ce que c'est pour, du moins, servir le Sénégal? Ce n'est pas forcément ça. Donc, je n'ai pris que ces 2 exemples-là pour au moins vous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on est face à la mer qu'on a tout le bonheur du monde. Également, je dis, la force d'une chaîne tient à son maillon le plus faible. Depuis que nous avons des problèmes dans le contexte CEDEAO tel que nous l'avons si bien illustré, vous voyez qu'il y a des chefs d'État, notamment du Bénin, du Togo, etc., qui ont commencé déjà à tenir un discours, à donner de la voix. Voilà. Mais pourquoi on tient ce discours? Pourquoi on donne de la voix? On donne de la voix parce qu'aujourd'hui, un territoire de 70 millions de personnes qui est un débouché, qui constitue un débouché pour les pays côtiers, à partir de ce moment-là, si ce débouché-là vous tourne le dos, ça cause un autre problème. Regardez. Ouais, vous êtes en train de parler du potentiel, oui. Mais du point de vue organisationnel, comment tout ça peut se faire pour que les États du Sahel puissent tirer le maximum de profit? Oui, il faut déjà aller vers, nous l'avons dit, déjà il y a les relations bilatérales avec les pays. Il y a le fait que l'organisation, l'AES, doit prendre forme. Parce que c'est pourquoi le traité a été, du moins, mis est conçu. Donc, si l'AES prend forme, si l'organisation prend forme, elle peut discuter d'égal à égal avec les autres parties. Et elle discute en étant plus forte. Également, à l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle les avantages, un certain nombre d'avantages comparés. Il ne s'agit pas de mettre tous les œufs dans un même panier. Parce que la réalité, le Niger fait de l'élevage, ils ont de l'or, ils ont la même réalité que nous. Le Mali également. Mais je voudrais vous ramener dans l'histoire. Lorsque le colon a dit qu'au Mali on fait du riz, au Sénégal on fait de l'arachide, au Burkina on fait du coton, en Côte d'Ivoire on fait le café et le cacao, mais ce n'est pas... non, ça veut dire qu'il a étudié ces différents espaces et il a affecté un rôle. Donc nous également, nous devons pouvoir dire
telle spéculation, telle transformation, telle action se mène dans telle localité. Par exemple, pour créer une forme d'interdépendance et la spécialisation des régions. Ouais. Voilà. Quand vous prenez par exemple l'aéroport de Ouagadougou, Ouagadougou est à environ 1 heure de vol à partir de Ouagadougou, vous êtes dans une autre capitale ouest-africaine. Donc, la position géographique est un atout. Donc, il y a suffisamment de choses. Professeur, souvent, vous pensez que, dit dans un discours, en tout cas, c'est agréable à entendre, mais est-ce que c'est pratique? Écoutez, c'est faisable. Parce que quand même, nos pays recèlent de ressources, oui. Parce que les pays vous pensez que c'est réaliste? C'est réaliste. Il faut savoir maintenant comment s'organiser. Voilà. Sinon, normalement, on dispose des ressources naturelles, des ressources humaines, des ressources techniques. Donc, il faut justement savoir comment organiser ces ressources pour que ça marche. Monsieur Ali, d'instabilité institutionnelle. Oui. Nos pays sont instables et on est abonné à des cycles de coups d'État. Ça, c'est problématique. Vous avez un potentiel, mais vous avez des gens qui ne sont pas mis par la même vision. Aujourd'hui, qui vous dit qu'au Niger ou peut-être au Mali, une situation donc de complot militaire ne va pas encore venir bouleverser tout ce qui est entrepris. On ne le souhaite pas, mais le constat est là. On est dans un cycle permanent d'instabilité institutionnelle et les sorties de route constitutionnelle ne permet pas de garantir quoi que ce soit dans nos pays. Monsieur Ali Badra, apparemment lui n'est pas optimiste. Non, et il a raison, parce que quand vous voulez faire donc un saut comme ça dans l'inconnu, c'est vrai que nos autorités nous rassurent que la décision n'a pas été prise comme ça, et qu'il y a eu, c'est une décision qui a été longuement mûrie, mais évidemment aujourd'hui, nous on ne peut pas s'asseoir et puis épiloguer sur les conséquences et les avantages, parce que de toute façon on est dedans et c'est donc sur le terrain que l'on va constater. On a peur pour rien. Non, c'est ce que je veux dire, parce que moi rien que hier j'apprenais par les médias, je ne sais pas si c'est vérifié, qu'au niveau du Niger, il y a le ministre des Affaires étrangères du Niger qui s'est déplacé à Lomé pour échanger par rapport donc à l'accès du Niger au port de Lomé. Bon, pendant que nous parlons donc de confédération, d'AES où il y a d'abandon de compétences. Bon, donc je crois qu'il faut qu'on travaille à ce que la confiance existe entre les acteurs, c'est important. Mais moi, vu sous le prisme donc politique, ce que je veux dire, une décision n'est bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de comment elle est implémentée sur le terrain. Mais là, si aujourd'hui nos populations accompagnent et soutiennent les autorités dans la prise de ces décisions, il faut qu'elles comprennent que, évidemment, il faut qu'elles restent mobilisées autour donc des autorités pour les accompagner jusqu'au bout. Parce qu'il ne sert à rien d'encourager donc les autorités dans la prise de décision et après tourner Kazakh, les laisser seuls. Parce que cette décision qu'on a prise n'arrange pas beaucoup de personnes, n'arrange pas beaucoup d'intérêts. Donc sûrement que au-delà de ce que c'est sûr que ces personnes à qui ça ne fait pas l'affaire, ils ne vont pas rester faire le dos rond, non. Ils vont, parce que n'oubliez pas que ce qui est donc j'allais dire donc ce que l'on voit et ce qui est normal au niveau donc des rapports entre les sujets de droit international, les États, c'est quoi? C'est les questions d'intérêt. Donc au-delà de ce que le doyen Hassan disait, c'est vrai, quand on regarde, il y aura une embellie, mais il faut dire aux populations que ça va pas être facile aussi et qu'il faut qu'on se prépare, va serrer la ceinture pour accompagner les autorités, parce que c'est qu'elles ont prises donc comme décision, ça nous agrée et on doit donc nous mobiliser par toutes les questions de rapport de force, évidemment. Nous sommes à la fin de cette émission, c'est allé vite, on va faire très rapidement un tour de table en 1 minute. On reste avec vous, monsieur Badra. Non, ce que je veux dire, c'est d'encourager bien sûr les autorités dans en tout cas cette voie qu'elles ont décidé donc de prendre. Et comme je l'ai dit, c'est appeler l'ensemble donc de nos concitoyens à se mobiliser pour les accompagner.
parce que l'idée de créer la confédération est une bonne idée. C'est une très bonne idée et il faut donc encourager cela. Et je crois que les populations doivent se mobiliser pour effectivement accompagner cette dynamique-là. D'accord, merci beaucoup. Oui, M. Zugmoré. Moi, je suis un observateur. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. J'attends de voir. Ok, M. Hassan. Merci Ouedraogo. bien. Voilà, je voudrais tout d'abord le mot de conclusion. Oui, rappeler que dans le cadre de la Confédération, ça n'empêche pas le Niger de continuer, de poursuivre ses relations bilatérales avec les différents pays. Donc, c'est tout à fait normal que le ministre ait fait ce déplacement. L'autre élément, je voudrais également dire qu'il nous faut suffisamment communiquer. Parce que le clivage qu'il pourrait avoir entre la population et les autorités, c'est si le message n'est pas bien perçu. Donc, il faut communiquer, il faut avoir les outils, les canaux, les instruments qui vont avec. Également, il faut faire des choix stratégiques forts qui permettent à chaque État de tirer parti de sa présence dans cette organisation. Par exemple, nous avons des questions d'investissement, ça peut passer par une banque d'investissement, etc. Ça fait partie d'ailleurs des points qui seront dans le traité, puisque ça a été évoqué dans le cadre de l'achat de l'Alliance, l'AES. D'accord. Voilà. Également, très rapidement, oui. Dire ceci, je voudrais que les médias aussi soient mis suffisamment à contribution. Parce que depuis longtemps, on a matraqué dans nos cerveaux que nous sommes un pays enclavé. Non, nous sommes des pays sahéliens. Nous sommes des pays de l'Interland et qui constituent des débouchés pour les pays côtiers. Quand on vous regarde comme un client, on vous respecte. Merci beaucoup. Merci, M. Hassan. Oui, professeur. Je voudrais dire que l'idée d'aller à la Confédération, en moins de minutes, c'est une bonne idée, parce que, comme on le sait, l'union fait la force. Voilà. Mais pour que ça marche, il faut que les États soient conscients que s'ils sont souverains dans la concession de partie de leur souveraineté à la Confédération, ils ne seront plus souverains dans les parties de la souveraineté qu'ils auront concédées à la Confédération et qu'ils doivent être prêts à assumer les obligations pour que ça fonctionne. Merci beaucoup, professeur. C'est tout pour ce numéro de votre émission Infoscopie. Nous disons grand merci à nos invités pour la pertinence et la qualité des analyses et des réponses. Mesdames et messieurs, merci et bonne suite de programme sur Tweet TV et Watt FM.